Hier, Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche pour tenter de faire peser l'Union européenne dans les négociations de paix pour l'Ukraine. D'abord, sur la forme, c'est une bonne chose que ce soit le président français qui défende les intérêts de l'Europe. Écoutez, dans tous les cas, il faut qu'il y ait un échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais puisque vous parlez de la forme, moi j'ai quand même eu le sentiment d'une forme d'humiliation pour la France hier dans les échanges entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Je passe sur les échanges physiques très virilistes de je te tape dans le dos, on est les meilleurs amis, etc. Je vous passe aussi le moment où Donald Trump discourt sur la manière dont il va licencier la moitié de l'administration publique américaine devant Emmanuel Macron. Mais sur le fond, j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu une véritable avancée vers un accord de paix hier, malheureusement. Emmanuel Macron, il plaide pour une force européenne déployée loin de la ligne de front pour assurer la sécurité après le cessez-le-feu. Il y a une dizaine de pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN qui seraient d'ores et déjà partants. Est-ce que là aussi, vous approuvez la création de cette force de paix? Mais pour qu'il y ait une force de paix, il faut d'abord précisément faire la paix. Et hier, le principal enjeu de la discussion entre Donald Trump et Emmanuel Macron, si vous écoutez bien la conférence de presse, ce n'est pas la paix, c'est l'accès des États-Unis aux minéraux rares qui sont notamment dans les territoires occupés par la Russie. Alors ça fait partie du deal, entre guillemets. Oui, mais ce sur quoi Vladimir Poutine a évidemment rebondi en disant « mais bien sûr, pas de souci, je vous laisse l'accès aux minéraux rares ». Mais ce sont dans les territoires occupés. Il y en a une manière de reconnaître... qui sont quand même au centre de l'Ukraine. Mais c'est une manière de reconnaître quelque part l'annexion de la Russie en Ukraine. Dans le même temps, d'ailleurs, aux Nations Unies était votée une résolution qui demandait le retrait des troupes russes en Ukraine. Cette résolution n'a pas été votée par les États-Unis. Donc, vous voyez qu'on est encore très loin d'un accord de paix, alors qu'il faut activer tous les canaux diplomatiques. Nous le disons depuis le début de la guerre. Nous avons été d'ailleurs assez moqués là-dessus en disant mais il n'y aura pas d'autre issue que la diplomatie à cette guerre. Et l'Union européenne est aux abonnés absents, aurait dû jouer ce rôle pour faciliter cet accord de paix. Est-ce que le fait que Donald Trump ait confirmé qu'il va rencontrer dans les jours qui viennent Volodymyr Zelensky, pour vous, ça reste quand même un bon signal? Ça veut dire que, quelque part, les Ukrainiens ont aussi leur place dans ce cessez-le-feu? Écoutez, s'ils le rencontrent uniquement pour discuter et mettre la pression sur Volodymyr Zelensky, sur l'accès de nouveau aux minerais rares, en disant finalement ce qu'a dit Donald Trump hier, c'était quasiment « I want my money back ». Je veux mon argent, j'ai investi de l'argent, moi, les États-Unis, Alors Emmanuel dans Macron, cette il guerre. a contesté les chiffres. Oui, mais vous voyez bien que Donald Trump a dit c'est vrai, en effet, n'importe quoi. Ils ont investi 500 milliards d'euros, alors que c'est beaucoup moins que ça, dans le soutien militaire qu'a apporté les États-Unis à l'Ukraine. Mais le fait est que, de nouveau, l'enjeu, c'est comment on met tous les protagonistes autour de la table pour négocier un accord de paix et pas seulement un accès aux minéraux. Et pour négocier un accord de paix, il faut mettre non seulement l'Ukraine autour de la table, et ça arrive bien tard, mais il faut aussi que l'Union européenne soit autour de la table. Emmanuel Macron parle de la Russie comme une menace existentielle pour les Européens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il est clair qu'aujourd'hui, c'est une menace. C'est une menace, pour l'intégrité du territoire européen, puisque après l'Ukraine, personne ne sait où pourrait s'arrêter la Russie. Maintenant, l'enjeu, de nouveau, c'est comment on rétablit les canaux diplomatiques. Et l'Union européenne, si elle est vraiment soucieuse de son intégrité territoriale, elle n'aurait pas dû juste être dans un soutien, bien entendu, nécessaire à l'Ukraine depuis 3 ans. Elle aurait dû prendre des initiatives diplomatiques. On ne peut pas laisser notre sort être géré par un président des États-Unis, Donald Trump, d'extrême droite, qui finalement n'a que faire du sort des Ukrainiennes et des Ukrainiens. C'est une initiative diplomatique, l'initiative d'Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas une initiative au nom de l'Union européenne. Quand même un petit peu. Non, l'Union européenne, Alix Bouygues, je suis députée européenne. Je peux vous dire, depuis 3 ans, à aucun moment, l'Union européenne a demandé à la Russie et à l'Ukraine à proposer de se mettre autour de la table. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire aux conditions de la Russie, loin de là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on laisse Donald Trump faire, ce sera aux conditions de la Russie. Et évidemment, nous, on ne peut pas être d'accord avec cela. Est-ce que ce n'est pas de nature, cette crise, à créer un électrochoc pour bâtir cette fameuse Europe de la défense? On voit que l'Allemagne a bougé avec l'élection du nouveau, de celui qui devrait être le nouveau chancelier. Est-ce que vous la souhaitez, vous, cette Europe de la défense? Le problème de l'Europe de la défense, c'est qu'elle est inscrite dans les pas de l'OTAN.
Et les pas de l'OTAN... là, en l'occurrence, Donald Trump, il dit l'OTAN, maintenant c'est fini. L'Europe de la défense, je peux vous le dire en tant que députée européenne, la manière dont elle est construite, c'est dans une collaboration étroite avec l'OTAN. Ça veut dire des débouchés militaires à l'armement américain. Ça veut dire un commandement qui est en partie géré par les États-Unis d'Amérique, donc on voit très bien que les intérêts ne sont pas les mêmes que les nôtres, a fortiori quand c'est dirigé par Donald Trump. Donc pour moi, ça pose une question de la construction d'une véritable indépendance. Et aujourd'hui, on est très loin de cela. Ce n'est pas l'objectif du projet de défense européenne et c'est une des raisons pour lesquelles nous, on continuera de s'y opposer tel que c'est proposé, parce que ce n'est pas la réponse à apporter dans un monde qui est en train de se voir se reconstituer des blocs politiques qui mettent à terre le droit international. C'est ça aussi, c'est la Russie et les États-Unis qui ensemble proposent un nouvel ordre mondial dans lequel le droit international est sans cesse attaqué. Je parlais à l'instant de celui qui va devenir le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, le conservateur. Les élections de ce week-end ont montré une poussée historique de l'AfD en Allemagne qui double son score en 4 ans. Cette poussée de l'extrême droite, est-ce que c'est pas quelque part l'échec des partis traditionnels ? Là, vous avez raison, c'est l'échec de la coalition qui était au pouvoir, celle des libéraux, d'Emmanuel Macron, celle des sociodémocrates notamment, qui n'ont pas tenu leurs promesses. Peut-être au-delà de l'Allemagne, on voit que ça se passe aussi en Autriche, en Italie, aux Pays-Bas, en France. Marine Le Pen aussi, elle a doublé son score aux dernières législatives. Vous avez raison, l'extrême droite est en train de se renforcer partout en Europe. Et ce qui est frappant en Allemagne, c'est qu'on n'est même pas dans une extrême droite qui tente de se dédiaboliser. On a une extrême droite, l'AfD, adoratrice du Troisième Reich, qui propose une remigration, c'est-à-dire la déportation de toutes les personnes d'origine étrangère. Donc c'est un projet ouvertement néo-nazi qui a progressé plus que jamais en Allemagne. Moi, ce que j'observe aussi, c'est que mes camarades de Die Linke, de cette gauche qui est antifasciste et antiraciste, c'est aussi cette gauche-là qui a le plus progressé pendant ces élections et ce scrutin. Et je pense que c'est le chemin à suivre. C'est une des raisons pour lesquelles aussi nous, on appelle à une mobilisation le 22 mars prochain en France, justement contre le fascisme et contre le racisme qui est en train de progresser de nouveau partout en Europe. Et a fortiori, quand c'est en Allemagne et quand on connaît l'histoire de l'Allemagne, on a de quoi être inquiet. Le RN prend totalement ses distances avec l'AfD. C'est pas vrai. Jordan Bardella, Marine Alex Le Pen... Non, je vous corrige parce que... Je termine juste ma phrase. Marine Le Pen n'a pas adressé de félicitations à Alice Weidel, donc la patronne de l'AfD, alors qu'Éric Zemmour était à ses côtés dimanche soir. Est-ce que vous savez que Jordan Bardella, président du groupe des Patriotes au Parlement européen, n'a pas exclu de réintégrer l'AfD dans son groupe politique. Non, c'est pas lui qui l'a pas exclu, c'est Viktor Orban qui souhaite le réaccueillir. Jordan Bardella ne l'a pas exclu. Et par ailleurs, il y a quelques semaines de cela, un événement a été organisé par l'AfD sur la remigration au Parlement européen. Et vous avez des députés européens du Rassemblement national, comme Gilles Penel, qui ont pris la défense de cet événement. Donc vous dites AfD, RN, même combat. Oui, les liens ne sont pas coupés. C'est la même idéologie. Porosité avec le néonazisme. Oui, pour le Rassemblement national. Ils votent ensemble au Parlement européen, ils défendent la même idéologie, le même projet politique, ils représentent le même danger. Et on pourrait être tenté par la sidération, la démobilisation. Mais moi, ce matin, j'en appelle à un sursaut à votre antenne, à tous les antifascistes de ce pays. Je pense qu'on ne peut pas rester les bras croisés face à notre destin et cette bascule de l'Union européenne. Il nous reste pas longtemps, 2 minutes, pour aborder ce qui s'est passé samedi. Un Algérien radicalisé a tué un passant et blessé plusieurs policiers. Cet homme était sous OQTF, obligation de quitter le territoire. L'Algérie aurait refusé à 10 reprises de délivrer un laissez-passer consulaire. Est-ce que cette situation vous choque ? C'est le résultat d'une montée des tensions voulue par le gouvernement français avec l'Algérie, dont on voit les conséquences directes. C'est de la faute de la France. Mais je pense que la France a une responsabilité directe. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères... Donc c'est l'Algérie qui refuse les laissez-passer consulaires, c'est de la faute de la France. Si l'on veut obtenir des laissez-passer consulaires, alors il faut ouvrir des canaux diplomatiques. Et d'ailleurs, j'observe que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, n'est pas d'accord avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, puisqu'il a dit lui-même que le rapport de force pour le rapport de force avec l'Algérie n'avait pas d'objectif et pas de finalité. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse rétablir des canaux diplomatiques avec l'Algérie plutôt que de faire monter le niveau de tension comme le fait le gouvernement. Mais est-ce qu'il faut réduire aujourd'hui le nombre de visas accordés aux Algériens ? Il y en a 250 000 et seuls 5% des OQTF visant des Algériens sont exécutés. Vous savez que le nombre de visas avec l'Algérie a déjà été réduit, diminué par 2 depuis 2017. Donc vous voyez que cette fuite en avant qui consiste
a une chose, à assimiler l'ensemble des Franco-Algériens à des terroristes, l'ensemble des Franco-Algériens qui se sentent pointés du doigt, moi je refuse. Et il y a déjà des conditions très spéciales pour l'accès au visa. C'est déjà extrêmement difficile pour accéder à un visa quand vous êtes un Algérien. Et il y a des règles du droit commun qui doivent être respectées. Enfin, vous savez très bien que l'accord de 2007 exempte les détenteurs de passeports diplomatiques de tout visa. Donc ça veut dire que c'est des milliers de personnes, des Algériens, qui peuvent ne pas avoir besoin de visa pour venir en France, dès lors qu'ils sont détenteurs d'un passeport diplomatique. Ça sont les accords de 2007. Oui, mais les accords, ceux qui possèdent des passeports diplomatiques, pardon, c'est combien d'Algériens, Alix Bouygues? C'est des milliers quand même. Ah oui, mais sur les dizaines les dizaines de millions. Si ce sont des diplomates, a priori, en tant que diplomate français, on devrait aussi pouvoir aller facilement en Algérie. Vous voyez qu'il y a une forme d'hystérisation du débat autour de nos relations avec l'Algérie. Je pense qu'un peu d'apaisement ne ferait pas de mal. Et est-ce que vous pensez que, pour apaiser, il y a un sujet de tension entre la France et la détention à Alger de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien. Est-ce que pour vous, c'est une détention arbitraire? Bien sûr que c'est une détention arbitraire. Il doit être libéré le plus rapidement possible et sans condition. Et j'espère qu'il le sera le plus rapidement possible. J'ai vu qu'il a démarré une grève de la faim et je voudrais lui apporter tout mon soutien ce matin.